Le rêve de Claire-Ève, l'échec de Malek, le compromis de Jérémie, livre 4 de Suzy Morgenstern. Le rêve de Claire-Ève. Rêve non masculin. Suite d'images formant souvent une histoire qui se représente à l'esprit quand on dort. Chose que l'on aimerait bien faire ou avoir. Claire-Ève n'avait rien demandé. Elle comptait plus tard suivre ses copains au collège de son quartier, comme tout le monde. Bon, elle a encore 2 ans avant d'entrer en 6e. Elle ne voudrait pas vieillir prématurément. Mais sa mère et sa grand-mère commencent déjà à y penser, et en la traînant en grande pompe au collège le plus huppé de la région. La sous-directrice, une amie de sa grand-mère, les reçoit avec un sourire. En la rencontrant avec son visage parfait, sa belle jupe, sa coiffure impeccable, Claire-Ève aime l'établissement avant même d'en avoir fait le tour. Le collège est situé dans un vaste parc entouré de milliers de pins. De la terrasse, on voit la mer, les montagnes et la campagne à perte de vue. C'est top, pense Claire-Ève. Le terrain est énorme. Claire-Ève n'a jamais vu autant de cours de tennis à la fois. Il y a un stade, une piscine et un cinéma. Un vrai, comme en ville. C'est une école, ça se demande Claire-Ève. Les élèves sont partout, au hasard de leur volonté, assis dans les champs installés autour des tables de pique-nique pour déjeuner. Ils vont et viennent à leur guise et peuvent même sortir dans les snacks et restaurants environnants, ou simplement profiter du self qui compte autant de tables dehors que dedans. C'est pas possible, pense Claire-Ève. On fait beaucoup de théâtre ici, dit la dame sous-directrice. Du théâtre, du cinéma et quoi encore? Il y aura aussi des cours de maths, se demande Claire-Ève, en souriant. Elle entend des élèves parler de différentes langues étrangères. 2 professeurs enthousiastes s'arrêtent pour parler avec eux. On dirait des faits. Il y a 3000 élèves, 3000 amis, calcule Claire-Ève. Combien de candidats pour combien de places, demande sa mère. On en prend 1 sur 2, ou 3. Comment se fait le choix? Il y a un examen d'anglais. Voilà le hic, pense Claire-Ève. Elle hait l'anglais. Elle n'aime pas l'entendre, n'aime pas le parler, ne veut pas l'apprendre. Mais les élèves ont l'air tellement heureux, libres, épanouis. Ça coûte cher, maman? Chuchote Claire-Ève. C'est gratuit, c'est une école publique. Si on devait rêver une école, ce serait celle-ci, pense Claire-Ève. En sortant, elle dit à sa mère, c'est beau, mais je n'y arriverai jamais. Les grands rêves se réalisent toujours, ma chère, dit sa grand-mère. Si tu veux très fort quelque chose, tu essaies, c'est tout. On essaie, on recommence et on recommence encore. Dans son lit, les écouteurs à l'oreille, elle chante à voix haute Dancing Queen. Si j'apprends les paroles de toutes les chansons, je saurai l'anglais, pense-t-elle. Si on allait en Angleterre, en Irlande, aux États-Unis, en Australie tous les week-ends, demande Claire-Ève à ses parents au petit déjeuner. On n'a pas le temps et pas l'argent. Il faut 24 heures d'avion pour aller en Australie. Et si on engageait une babysitter anglaise, demanda Claire-Ève à dîner. Tu es trop grande pour une babysitter. Si on achetait des livres en VO, c'est possible, mais cela faut-il suffire à t'apprendre à parler l'anglais? Et si on continue tout simplement à rêver pendant 5 ans, pense Claire-Ève en rêvant. L'échec Malek. Échec non masculin, le fait d'échouer, de ne pas réussir. Le père de Malek répétait sans cesse que ce serait une formalité que son frère Damien aurait son bac. Bien évidemment, Malek sentait monter la tension dans la maison. Cela faisait des mois qu'il n'avait pas le droit d'allumer la télé, de parler, de chanter, à peine de respirer. Chut! Damien étudiait. Son frère était depuis toujours le prima donna de la famille. À chaque fois qu'il avait tel interro, tel examen, il fallait Malkern sur le point des pieds. Mais Malek, qui a 9 ans de moins que son grand frère,
a envie de jouer, de faire du bruit, de vivre. Son frère, lui, n'est pas très drôle. Il a perdu sa bonne humeur le jour de la naissance de cette peste de petit frère dont l'existence immédiatement fait de l'ombre à la sienne. Il sourit rarement pour ne pas déranger son expression permanente de dégoût. Chut, chuta sa mère quand Malek, en rentrant de l'école, osa lancer un bonjour tonitruant. Elle était dans la cuisine à préparer le plat préféré de son fils aîné, afin de lui donner des forces d'affronter l'oral du bac. C'était déjà une claque d'avoir cet oral de rattrapage à passer, mais il ne lui manquait vraiment que peu de points. C'est une petite formalité, répétait son père 20 fois par jour pour tenter de se convaincre. Damien est intelligent, proclamait sa mère. Personne n'en doutait, et il semblait tout avoir oublié. Les avertissements, les disputes, tu ne travailles pas assez. Damien est intelligent. Mais est-ce que l'intelligence suffit pour avoir le bac? Malek, ignorant les menaces et les mises en garde qui l'interdisaient de rentrer dans la chambre de monsieur, prépare le bac, l'avait maintes fois pris en flagrant délit de jouer au solitaire devant l'ordinateur. Ah bon? C'est ça travailler? Mais là, Damien travaillait pour demain. Il révise, il s'acharne, il fait des problèmes de maths et de physique, les deux matières où il est le plus faible. La famille entière n'est plus qu'une boule de nerfs quand Damien se rend au lycée pour cette ultime épreuve. Sa mère lui répète son éternel « Tu es intelligent ?» Son père « Ce n'est qu'une formalité. » Et Malek contribue en encourageant avec un « Vas-y mec » et « Merde », ce qui lui attire un regard foudroyant dans sa mère. Pendant que son fils passe l'épreuve, son père, pour se changer l'esprit, les idées, va acheter du champagne. Sa mère fait de la festrutelle pour fêter la victoire. Damien rentre à la maison complètement vidé, mais sans illusion. Personne ne parle. Les grands-parents, les tantes, les oncles, les cousins, tout le monde téléphone pour avoir les nouvelles du futur bachelier. 2 jours après, dans un rare geste d'amour fraternel, Damien invite Malek à l'accompagner au lycée pour consulter la liste des reçus. Damien, Malek, vite. Malek le suit comme il peut. La liste était affichée. Damien l'a parcourue plusieurs fois avant de gémir. C'est pas possible. Malek la lit à son tour. Il n'y a rien d'inscrit, ni le prénom, ni le nom de famille de son frère. Sur le chemin de retour, Damien marche beaucoup plus lentement, pas pressé de rentrer à la maison. Les poids des 10 chameaux sur ses épaules. Malek prend la main de Damien que celui-ci rejette avec violence. Il s'enferme dans sa chambre et claque la porte. Malek aussi. Personne ne parle, mais tout le monde a compris. Malek, sa tête entre ses mains, réfléchit. Les parents sont dans le salon, à tourner en rond. Ils savent qu'il ne faut rien faire pour l'instant, à part se lamenter en répondant au téléphone. Malek ouvre timidement la porte de la chambre de son frère. Il tient l'objet que Damien convoite le plus au monde. Le jeu d'échecs que tonton Jacques lui a offert. Il ne frappe pas la porte, il entre. Tiens, je te le donne. Il voit les yeux rouges de ce grand frère si fort. C'est pas grave, ose-t-il dire. Pas grave, c'est la fin de ma vie. Ma vie est finie. Tu recommenceras, c'est tout. Ils veulent me faire perdre un an. Tu ne le perds pas, tu continues à vivre. Je ne peux pas retourner dans ce lycée. Tu iras dans un autre, tu crois? Tu auras d'autres profs et d'autres copains, une nouvelle vie. Tu as vu maman et papa? Ils sont là, ils t'attendent. On joue d'abord, si tu veux. Damien gagne contre ce petit morveux de frère, certes, mais cela lui donne confiance pour aller voir ses parents. Il regarde la bouteille de champagne et fond en larmes. Ne t'en fais pas, dit-il, on la boira l'année prochaine. Damien est certain que c'est vrai. On fait la course, dit Malek. Je l'aurai peut-être avant toi. Compromis, Jérémie. Compromis numéro non masculin. Accommodement, accord obtenu par des concessions réciproques. Jérémie se regarde dans le miroir, tout à fait satisfait. Il ne prend pas la peine de se coiffer. C'est très bien comme ça.
De toute façon, il est déjà trop à faire, trop à gérer sa petite personne. Se brosser les dents, 10 secondes. Mettre ses chaussettes, 10 minutes. Le slip et le t-shirt, c'est fait. Sa mère lui tend son jus d'orange en disant « Il faut te faire couper les cheveux. » Sa sœur rit avec son habituel « C'est horrible tes cheveux. » Jérémie ne comprend pas pourquoi elle lui sert cette rengaine tous les matins de sa vie. Ses cheveux sont ses cheveux, sa propriété et ses endroits. Non? D'ailleurs, dans son livre d'histoire de la Bible, il est impressionné par le courageux Samson qui perdit tout son immense pouvoir et sa force surhumaine quand la perfide Dalila lui coupa les cheveux. Jérémie n'est pas un super-héros comme Samson, mais il est convaincu qu'il ne sera plus lui-même si on le pousse de nouveau sur le fauteuil du barbier. Ça fait sale, négligé, c'est du n'importe quoi, se plaint sa mère. J'ai honte de marcher avec toi. Moi, je les trouve beaux comme ça, ose dire son père. Je ne regarderai jamais un type aussi grindingue, déclare sa sœur, ignorant la remarque de son père. Est-ce vraiment la discussion la plus intéressante que cette famille soit capable d'avoir tous les jours à cette table? La longueur de mes cheveux est-elle aussi passionnante? Demande Jérémie. Écoute, dit sa mère, les parents sont responsables de leurs enfants. Oui, et il faut nous nourrir, nous habiller, vous coiffer. Et écoute nos cœurs et nos désirs, s'exclame Jérémie. Veillez à votre hygiène, mes cheveux sont propres. Jérémie les met sous le nez de sa mère pour qu'elle les renifle. Je les ai lavés hier soir. Ils sont révoltants, dit de nouveau sa sœur. Je vais aujourd'hui chez le coiffeur, dit sa mère. Tu viens avec moi? Tu m'accompagnes? Jérémie sent le piège. Mais il sait aussi qu'il résiste depuis des mois et des mois. Il n'a plus le courage de continuer à se battre. En plus, il aime bien aller chez le coiffeur pour regarder comment celui-ci coupe les cheveux des autres. Jérémie passe encore une journée tranquille à l'école. Il a des copains, des copines. Il est bien avec tout le monde et personne ne lui fait des reproches sur ses cheveux. Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes les mères avec les cheveux? Se demande Jérémie. À la fin de la journée, la sienne vient la chercher pour l'accompagner à l'échafaud. Il sait que sa tête va tomber, mais il se bat encore. Maman n'essaie même pas de me convaincre de les couper. Non, non. Il est assis au shampoing et au brushing de sa mère sans que personne ne se préoccupe de lui. Puis le coiffeur se tourne vers Jérémie en disant « On coupe un peu ?» C'est toi qui décides, Jérémie. Sa mère joue à la maman cool et sereine. Quelle honte après toute la pression qu'elle lui a mis. Mais Jérémie aime sa mère et veut lui faire plaisir. D'accord, maman, mais pars, je reviendrai tout seul. Je passerai régler demain, dit-elle au coiffeur. Dès qu'elle est partie, le coiffeur lui chuchote complice. On va juste couper un petit peu, égaliser. Il travaille en silence. Jérémie regarde tomber quelques mèches comme si on l'amputait d'une partie de lui-même. En même temps, il aime bien qu'on lui tripote le crâne. À la fin, rien n'a changé, mais ses boucles sont lisses grâce au brushing. Le coiffeur lui fait une queue de cheval qui donne l'impression que ses cheveux sont courts devant. Ma mère va me tuer. Si tu ne la tues pas avant. Jérémie rentre à la maison, ils sont tous là. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Lui demande-t-il en chœur. Bah, vous aimez? Sa sœur contemple son crâne en essayant de comprendre où est la différence. Tu es bien coiffé au moins, dit sa mère. Son père lui fait un clin d'œil. Maman, dis-moi la prochaine fois que tu iras chez le coiffeur, j'irai avec toi. Fin.